Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire sur la mesure du charriage. Vous m'entendez bien, c'est bon? C'est bon. Ok. Comme vous savez, donc je vais faire une petite mise en contexte avant la présentation. Comme vous savez, le charriage, c'est un phénomène qui est très difficile à mesurer en rivière. C'est pourquoi on développe des mesures, des techniques de mesure indirectes. Depuis 20 ans, plusieurs laboratoires travaillent là-dessus. Les mesures indirectes, c'est souvent des mesures, des écoutes passives du cours d'eau, c'est-à-dire des mesures passives où on va écouter un peu le bruit émis par les cailloux qui cognent au fond du cours d'eau. Ça peut être une écoute sismique où on va étudier en fait les ondes émises par les cailloux qui cognent le fond du cours d'eau. Mais il y a aussi l'écoute acoustique qui consiste en fait à écouter les bruits émis par les cailloux qui cognent le fond du cours d'eau. Et ce sera l'objectif de cette présentation aujourd'hui. Euh, pour en revenir un peu sur le contexte global de cette mesure acoustique, il y a eu des premiers travaux déjà à Grenoble dans les années 40 qui ont été identifiés. Et un article de la Hue Blanche en 1950 où M. Brodeau explique une expérimentation dans l'Isère où il met un microphone sous une plaque et il observe des choses très intéressantes. Il faut ensuite attendre les années 2000 pour Philippe Bélody et l'idée d'aller remettre un micro dans les rivières. Et donc ça a relancé un peu l'intérêt pour cette question, cette mesure hydrophone. Il s'en est suivi une quinzaine d'années de recherche assez intensive sur le sujet, essentiellement sur la place grenobloise, avec trois thèses, un postdoc, différents masters, plusieurs acteurs, hein. Il y a eu des laboratoires, l'INRAE, l'IGE, euh, l'équipe Salab en termes de laboratoire. Il y a eu des acteurs privés, EDF, Burjap. Bref, d'intervenants pour une recherche très poussée sur la question qui a finalement abouti à un outil opérationnel qui va vous être présenté aujourd'hui par Mohamed. Mohamed, c'est la dernière personne à vraiment avoir travaillé sur le sujet avec une thèse soutenue en 2022. Et aujourd'hui, il continue à porter cette question au sein du Burjap sur des questions plus opérationnelles. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mohamed qui va nous présenter cette technique de mesure acoustique et qui est une des premières méthodes proposées qui est supposée de ne pas avoir besoin d'une calibration directe de l'outil. C'est-à-dire qu'en principe, cette méthode est censée on peut l'utiliser pour mesurer du charriage sans une campagne de calibration préalable. Voilà. Mohamed? Merci Alain pour cette présentation. Donc, comme elle a dit Alain, maintenant, moi, je travaille à Borgiap et je travaille sur le sujet de mettre mise en place de la méthode d'hydrophone et mesure de charriage par d'autres aussi méthodes comme du géophone et aussi continuer à développer ces méthodes. Donc, aujourd'hui, je vais juste couper les vidéos et partager. Et, OK. Donc, aujourd'hui, je vais présenter dans la méthode de mesure de charriage acoustique passive. Et je vais juste faire un plan pour la présentation aujourd'hui. Je vais faire une petite introduction sur le charriage. Après, aller plus dans les méthodes acoustiques passives, c'est quoi les principes de méthode. Après, l'idée, quelle information on peut obtenir sur le charriage par méthode acoustique passive. Et je vais montrer plus en détail comment on peut estimer le flux de charriage par méthode qui s'appelle les cartes acoustiques. Après aussi, comment on peut faire si on continue avec ces méthodes sur une rivière suivi de continu de charriage. Donc, juste pour commencer, une petite introduction sur le charriage. Donc, dans les rivières, les sédiments, elles sont transportés naturellement par le coulement. Et vont transporter dans plusieurs modes de suspension dans le colonne d'eau, c'est les particules fines, ou il y a les particules qui flottent ou roulent sur le lit des rivières. Donc, pour les méthodes acoustiques passives, ça concerne que le transport des sédiments par charriage. Chaque fois qu'on parle aujourd'hui du transport des sédiments, on est en train de parler que du charriage. Donc, le sujet de suspension, c'est couvert par ces méthodes. Mohamed, la qualité du son n'est pas très bonne, donc parle bien dans ton micro. Donc, si j'ai bien compris,
C'est un peu loin le son ou ça coupe juste pour savoir. La qualité n'est pas terrible, donc essaie de parler bien dans ton micro. Ok, donc, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, Ok. Donc, l'idée, les questions, bah, pourquoi on veut mesurer le charriage et aussi qui est intéressé par les mesures de charriage dans les rivières. Donc, l'enjeu pour lié à la transport des sédiments, c'est, sont vastes et c'est lié à la sécurité hydraulique et aussi les préservations de l'environnement dans les rivières. Donc, on peut dire les mesures des charrières, ça peut aider pour la gestion des sédiments. Aussi, ça peut apporter des informations importantes pour la prévention et la gestion des risques naturels. Et aussi, c'est certains processus liés à la transport des charriages, comme l'érosion de lits de rivière, qui ça peut imposer certains risques sur les structures. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs enjeux liés à la transport des sédiments. Et c'est pour ça, il y a ces sujets concernent directement plusieurs acteurs, comme les collectivités, en charge de la GEMAPI, les gestionnaires de cours d'eau, comme le service d'État, aussi les scientifiques pour les recherches. Donc, comment on peut mesurer le transport des sédiments? Donc, on peut parler d'une méthode, les méthodes directes. Donc, les méthodes directes, c'est de mesurer les sédiments en utilisant de échantillonneurs physiques, en faisant des prélèvements directs dans les rivières. Donc, l'avantage de ce type de méthode qui va nous donner des informations directes sur les sédiments, parce qu'on va voir les sédiments, voir les granulots ou mesurer les flux de charriage. Mais ce type de méthode, ça reste un peu lourd et aussi coûteux. Ça prend du temps. Donc là, on voit un exemple de mesure dans la rivière avec un échantillonneur physique, les TR2. On a besoin d'un camion qui voit plus que euh, une action ça reste, c'était des ça un point. Ahmad, la qualité du son est toujours mauvaise. Tu peux vraiment parler dans le micro. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que c'est parce qu'en fait, vous Oui, pouvez pas diffuser la vidéo en même temps que parler. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça qui brouille un truc. peut-être parce que c'est la deuxième fois après une vidéo, donc je vais arrêter de parler pendant une vidéo. Mais c'était juste pour vous montrer ces vidéos euh, de prélèvement avec méthode directe. Et aussi, on peut avoir d'autres méthodes directes qui concernent, par exemple, des baskets samplers où il faut vraiment faire des travaux dans les rivières pour récupérer les sédiments, faire tout ça. Il y a aussi les méthodes indirectes. Donc, les méthodes indirectes, ça correspond à aller mesurer un proxy qui est lié à la transport des sédiments ou le transport des charriages. On peut parler des méthodes indirectes comme les méthodes actives. Et les méthodes actives euh, utilisent des signaux artificiels euh, émis par des capteurs. Et pour analyser les signaux réfléchis, pour avoir des informations sur le charriage, il y a aussi les méthodes passives qui mesurent directement de, de signal ou de signaux émis par les transports de charriage. Donc, aujourd'hui, comme on a dit, on va parler que les méthodes passives. Et pour les méthodes passives, il y a plusieurs techniques, soit par exemple de géophone, euh, plaque d'impact ou aussi l'hydrophone, qui c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'était tout ça pour faire une petite introduction sur les méthodes de mesure. Et Alain déjà a commencé elle a parlé de la historique de développement de ces méthodes. Donc, je vais sauter sur ça, mais je vais juste aller plus de parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a comme on a dit, à Borgia, on a une équipe d'ingénieurs qui travaillent sur des sujets liés à la rivière. Et moi, je suis dans cette équipe qui va continuer de développer ces méthodes et travailler aussi avec ces méthodes pour des questions opérationnelles. Il y a aussi de recherche en parallèle dans l'Université de Tours. C'est le projet César et le Jules Leguin qui a aussi fait une thèse liée à la méthode de la mesure des sédiments avec des méthodes comme l'hydrophone, mais sur des rivières comme le Loire, c'est des rivières qui sableux. Donc, c'était un peu différent de la rivière qu'il a travaillé avec ici, aux rivières en Alpes.
Donc là, pour rentrer plus dans les méthodes de l'acoustique passive, pourquoi on peut utiliser les méthodes acoustiques pour mesurer les charriages? Donc en fait, l'effet que les particules transportées dans les rivières comme on a dit, elle va sauter et rouler sur le lit des rivières, elle va faire des impacts entre les particules transportées et le lit des rivières. Et à chaque fois, il y a un impact par ces particules, il va générer des bruits. On va appeler ces bruits bruits autogénérés. Et nous, on va chercher à mesurer ces bruits dans les rivières. Donc, ça, c'est un exemple. Ça correspond à quoi? Les bruits des charriages. Donc, après, comme on a dit, on va mesurer ces bruits avec une station de mesure. Après, avec les traitements de la mesure, on va avoir des informations sur le charriage. Donc, quel matériel on a besoin pour faire ce type de mesure? On a besoin d'un hydrophone, et c'est un capteur de la taille de quelques centimètres, comme on voit ici. Et ça, c'est un avantage parce que pour installer ce capteur, on n'a pas besoin, comme on a dit, un grand travaux. Et aussi le système d'acquisition, qui peut être aussi plusieurs modèles, mais là, on voit un seul système dans ces photos. Donc, comment on peut réaliser un mesure acoustique dans une rivière? Donc, simplement, c'est juste, il faut mettre l'hydrophone dans l'eau. Donc, il faut immerger l'hydrophone sous l'eau. Et ça va être suffisant pour avoir un mesure acoustique dans l'eau. Mais bien sûr, nous, pour faire des mesures acoustiques, on va pas aller rester 24 heures euh, sur 24 heures pour faire des mesures. Mais à la place, on peut fixer un hydrophone, par exemple, sur le berge. Et l'avantage de ça, on peut avoir des mesures en continu. Donc, on va fixer un hydrophone dans l'eau sur un rocher quelque part en berge. Après, le système d'acquisition, il peut être hors de l'eau pour récupérer les données, pour changer les batteries, par exemple. Et comme ça, on peut programmer le système d'acquisition pour faire des mesures en continu. Donc, ça, c'est un type de mesure qu'on peut faire avec l'hydrophone. Donc, comme j'ai dit, ce type d'installation, c'est simple par rapport à d'autres méthodes il faut par exemple faire des travaux lourds pour faire l'installation de la capteur dans l'eau. Donc là, il faut comprendre un petit peu quel type de bruit on a dans les rivières et qu'est-ce qu'on va mesurer. Donc en fait, on a le bruit des charriages qu'on a parlé avant, mais aussi il y a d'autres sources de bruit, comme par exemple le bruit hydraulique, qui est généré par exemple par le turbulence ou le vague d'eau. C'est le bruit que nous, on va attendre quand marche à côté de la rivière. Donc, notre signal est enregistré, on va avoir dedans le bruit du charriage ou aussi d'autres bruits. Donc, c'est pour ça, il faut traiter les données et pour faire ça, il faut travailler sur les domaines des fréquences. Et en fait, si on travaille sur les domaines des fréquences, ça va être possible de séparer le bruit du charriage de l'autre bruit parce que on peut dire c'est un bon hasard naturel qui en fait le fréquence pour le bruit généré par le charriage, c'est différent de la fréquence de bruit généré par les sources hydrauliques ou le bruit hydraulique. Donc, comme ça, on peut juste prendre les parties qui concernent que le bruit des charriages. Comme ça, on va enlever les bruits hydrauliques pour simplifier l'analyse plus tard. Et après, on travaille avec un paramètre qui s'appelle puissance acoustique. Les puissances acoustiques, c'est juste l'intégration de la spectre sur notre fréquence qu'on a choisie pour le charriage. Donc, cette puissance acoustique, on va l'attendre plus tard, plus dans les présentations. Donc, maintenant, on a fait des mesures acoustiques. Quelle information on peut obtenir avec ces mesures acoustiques? Donc, pour juste faire simple, je vais donner un exemple d'une mesure acoustique. Donc, c'est une mesure qui s'était faite sur une échelle quelques jours. Là, on voit ici, par un cru, juste un seul cru, et par un hydrophone fixé en berge avec un mesure à chaque 10 minutes. Donc, pour nous, c'est un mesure en continu pour ce type de résolution. Et donc, si on fait ce type de mesure, on va avoir des résultats comme ça. Donc, on a les débits comme on a vu, qui c'est en bleu ici, mais aussi on va avoir les puissances acoustiques que j'ai présentées avant. Donc, on va voir l'évolution de la puissance acoustique en fonction des débits, qui c'est un peu cohérent. Et aussi, on peut présenter les résultats différents, par exemple, la variation des puissances acoustiques en fonction des débits. Donc, normalement, ce type de résultats, nous, on travaille avec pour faire notre analyse et interprétation. Mais donc, en termes d'information, donc les premières informations, c'est un peu évident, mais c'est le principe.
qui est le fait que l'augmentation de la puissance acoustique en fonction des débits, c'est lié à l'augmentation du flux de charriage ou le changement de flux de charriage. Donc, nous, comme on a dit, on a séparé le bruit hydraulique de la bruit du charriage. Donc, toutes les variations ici, normalement, comme on a dit, c'est lié à la processus, changement de processus de charriage. Donc, ça, c'est la première information. Par exemple, on peut avoir de comparaison relative des flux de charriage. Là, le flux de charriage est le moins que la valeur ici, moins que la valeur ici, dans une situation idéale. Et une deuxième information, on peut voir ici, par exemple, là, on voit le couleur, de code couleur, que ça correspond à la variation temporelle de notre chronique. Donc, on peut voir aussi les variations de puissance acoustique. On voit pendant les phases de montée des crues, on a des puissances acoustiques bas. Même si on commence à monter à des valeurs 30 mètres cubes par seconde, les variations de puissance acoustique, c'est pas important. Jusqu'à une valeur à peu près 40 ou 45 mètres cubes par seconde, on va avoir d'augmentation soudain de la puissance acoustique. En fait, ça, c'est lié à comme un seuil de mise de mouvement de charriage dans la rivière pendant les montées des crues. Donc, par exemple, ce type d'information, ça peut être utile pour des modélisations ou pour certaines formules empiriques qui utilisent les taux de critique pour faire les modélisations. Aussi, une information qu'on peut obtenir, par exemple, c'est le dynamique. Là, on voit pour les mêmes débits, comme on a dit avant, à peu près à 40 mètres cubes par seconde, on n'a pas de charriage important. Mais pendant les phases de la fin du cru, pour les mêmes débits, on a de puissance acoustique plus important. Donc, on a des flux de charriage aussi plus par rapport les mêmes débits pendant les montées du cru. Donc là, on peut caractériser les dynamiques de charriage et aussi les derniers points. Donc, on peut aussi caractériser les sédiments transportés. Donc, soit des graviers, des galets ou des sables ou des particules fines. Là, on voit un exemple. Ça correspond transport de charriage avec des graviers. Et l'autre exemple, c'est le transport avec de sable fine. Donc, c'est juste pour juste sauter sur ça. En fait, la fréquence de signal enregistré, c'est lié à la diamètre. Il y a plusieurs travaux qui se fait sur le sujet. On peut utiliser les genres acoustiques, estimés ou même caractériser les granulométries de charriage. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de cette information, mais juste pour dire qu'on peut utiliser les méthodes acoustiques pour caractériser les sédiments transportés. Donc là, juste pour faire quelle information on peut avoir avec les méthodes acoustiques jusqu'à maintenant, c'est en fait, on peut avoir, comme je dis, l'initiation des mouvements, la comparaison relative des flux de charriage, les dynamiques et aussi caractériser les diamètres des sédiments transportés. Mais est-ce qu'on peut aussi avoir les flux de charriage? Donc, comment? Juste l'idée, si on fait un enregistrement dans la rivière, on va avoir tout de suite le charriage. Donc, si on prend ces personnes qui ont juste mis un hydrophone dans l'eau, est-ce qu'en après calculer la puissance acoustique, on peut avoir, comme je dis, le flux de charriage? Les réponses qui, pour ce type de mesures fixes dans les rivières, on a besoin de calibration. Donc, on ne peut pas avoir directement les flux de charriage. Donc, juste pour expliquer pourquoi on a besoin de calibration, donc il faut comprendre un petit peu les physiques de, euh, du son acoustique dans les rivières. En fait, on a les générations de bruit, comme on a dit, par les particules. Après, on va avoir les propagations et les réceptions par l'hydrophone. En fait, c'est partie des propagations qui va contrôler un peu le signal acoustique. On va avoir des pertes d'informations, de puissance avec les distances. Ce qui est normal, si quelqu'un parle à côté de nous ou un peu loin, on va pas, même pour les mêmes sons, on va pas entendre les mêmes choses. Et c'est ça ce qui est expliqué par les propagations. Et ce type de propagation, et ces propagations, en fait, c'est différent entre plusieurs rivières. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a plusieurs, pour les mêmes, par exemple, bruits, on peut attendre des bruits acoustiques différents à cause de la propagation différente. Même pour simplifier les messages de propagation, on va prendre deux scénarios.
Dans une rivière, on a un hydrophone installé en berge avec des zones de transport à côté de l'hydrophone. Et dans notre scénario, c'est les zones de transport loin de l'hydrophone. Dans ces deux scénarios, on a les mêmes flux de charriage. Mais comme je dis, on a l'effet de propagation qui, même si c'est dans les mêmes, dans ces deux scénarios, mais qui peut être aussi différent. Avec ces deux scénarios, on va attendre des bruits acoustiques différents sur l'hydrophone. Parce que les distances, c'est différent. Comme je dis aussi, les propagations, c'est peut être différent. C'est pour ça, ces paramètres puissance acoustique à partir d'une mesure fixe, elle doit être calibrée pour avoir des informations sur le charriage. Sinon, c'est impossible de faire ça juste avec ces paramètres puissance acoustique. Donc, voilà, ça, c'était pour expliquer de la mesure fixe ou aussi les mêmes mesures acoustiques en global. Mais maintenant, comment on peut estimer le flux de charriage à partir aussi de la méthode acoustique? Parce que s'il faut revenir vers des échantillons pour calibrer les méthodes avec des méthodes directes comme on a vu au début, aussi, ça va être moins intéressant. Mais aujourd'hui, on va présenter les cartographies acoustiques. Et c'est quoi? En fait, les cartographies acoustiques, à la place de fixer l'hydrophone quelque part dans les rivières, on va faire des mesures sur toutes les sections des rivières, donc sur plusieurs positions dans les rivières. On voit dans ce diagramme ici, on va changer les positions dans les sections. Et ça, c'est une vidéo qui va expliquer plus ces méthodes. Donc là, en fait, on voit que l'hydrophone est en train de dériver avec le courant. En fait, c'est volontaire pour laisser l'hydrophone mesurer avec les mêmes vitesses de la courant d'eau pour éviter toutes les sources de bruit liées à la résistance d'hydrophone de le courant. Parce que si on fixe quelque chose dans la rivière, là, on voit c'est un peu fixe, on va avoir des turbulences locales et ça va impacter les mesures. C'est pour ça, pendant des cartes acoustiques, on va faire des dérives sur plusieurs positions. Et juste pour dire que nous, pendant des cartographies acoustiques, on va mettre tous les systèmes de mesure sur un radeau. Et c'est ça qui va, donc on va le changer dans les sections des rivières. Donc ça, c'était juste pour expliquer ou montrer comment on fait des cartographies acoustiques. Donc, cartographie acoustique, si on va faire des mesures sur toutes les sections des rivières, en fait, on va avoir les profils acoustiques sur les sections des rivières. Donc là, à chaque point, ça correspond à une dérive, donc en puissance acoustique pour une seule dérive. Pourquoi on a plusieurs points sur les mêmes positions? C'est parce qu'on a fait plusieurs dérives sur les mêmes positions. Donc, c'est pour ça. Mais on peut voir ici les profils acoustiques dans les sections. Et en fait, ces profils acoustiques, bien sûr, c'est lié aussi à la profil des flux de charriage. Donc là, ces profils, c'était les flux de charriage mesurés avec des échantillonneurs physiques. Donc, c'était mesuré en direct avec LOA Sampler, si je me rappelle bien. Donc là, on voit, c'est à peu près les mêmes profils. Donc, on voit les pics des puissances acoustiques ici, ça correspond à la pic de la flux de charriage dans les sections. Mais même aussi avec ces profils acoustiques, comment on peut obtenir, on peut calculer les flux de charriage. Donc, il manque quelque chose encore pour finir avec le flux de charriage. En fait, on a un outil ou une formule empirique qui s'appelle le courbe de calibration globale. Donc, c'est quoi le courbe de calibration globale? Donc, comme je dis, c'est une formule empirique qu'il a utilisé de donner des cartographies acoustiques et échantillonneurs et flux de charriage mesurés en direct. Et c'était pour avoir des relations entre les puissances acoustiques sur les sections et les flux de charriage. Donc là, on voit plusieurs rivières. On a à peu près 42 mesures à 17 sites différents. Et comme j'ai dit avant, qui pour les mesures, méthodes fixes, c'est impossible d'avoir des corrélations entre flux de charriage et des puissances acoustiques dans des rivières différents, mais avec les cartographies acoustiques, c'était possible parce que les faits, on est en train de mesurer sur toutes les sections. Donc, pour ces courbes de calibration globale, comme dit, ça correspond à des rivières intermittentes, même hydrauliques, en termes de charrière mesurée. Donc, avec toutes ces différences, on peut avoir aussi, on peut dire, une corrélation acceptable dans ces courbes de calibration globale. Donc, mais maintenant, juste pour
Et donc, nous, on va faire un cartographie acoustique, on va voir ses profils, on va calculer les puissances moyennes sur les sections, pour moyenne les puissances des sections. Après, on va utiliser le courbe des calibrations globales pour avoir un flux de charriage. Donc, à chaque cartographie, il va donner un valeur de charriage. Donc, juste pour vous dire qu'il y a le, euh, ce cours d'éducation, c'était un travail sur plusieurs années. Donc, c'était pas qui engage, est plusieurs un projet de recherche. Mais on a quelque chose, on ne va pas rentrer en détail, mais à la fin de la thèse, pendant ma thèse, il y a une optimisation de ce cours d'évaluation, une méthode qui s'appelle inversion acoustique. L'idée, c'est même, comme on a dit, en relation acoustique et les flux de charriage pour les cartographies acoustiques, mais pour compenser le fait qu'il y a des environnements de propagation différents pour les différents qu'on a utilisés pour le courbe de calibration, on a utilisé les méthodes d'inversion pour corriger un peu ces courbes de calibration. Donc, ça, après, si vous voulez plus de détails, on peut rentrer à la fin de présentation pour les méthodes d'inversion. Donc là, pour résumer, comme je dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrophone? On a ajouté le flux de charriage, mais le flux de charriage, c'est pas cartographie acoustique. Donc là, pour aller plus loin dans ces méthodes, on peut faire un suivi en continu sur un long terme. Mohamed, la qualité du son se Donc, dégrade encore. Tu peux bien parler dans le micro? oui, ben, je suis très pro. Ben, je suis collé à mon ordinateur, mais je vais essayer de coller encore plus. Donc là, on va parler de la suite en continu du charriage. Donc pour ces méthodes, pour faire ça, on a besoin de mesurer un proxy, chronique de proxy. C'est proxy qui va correspondre à la variation de charriage dans notre rivière. Et après, pour calibrer ces proxys, pour avoir une estimation en continu des flux de charriage. Donc, je vais vous reparler pour les premières étapes, en continu. Ça peut être une station d'hydrophone, un hydrophone fixe qui mesure en continu. Aussi, ça peut être un mesure de débit. À chaque proxy qui peut expliquer la variation de débit et de charriage peut être utilisé comme un proxy. Mais après, quel proxy il faut utiliser, ça dépend de la rivière, ça dépend aussi et les besoins, tout ça. Mais aussi, on peut utiliser d'autres méthodes indirectes pour avoir des proxys en continu comme l'hydrophone. Donc, là, juste pour vous montrer, on a déjà vu, mais le résultat qu'on peut avoir, les variations des proxys, qui peut expliquer les variations du charriage. Là, on voit, par exemple, un exemple à une rivière avec plusieurs proxys mesurés. Le puissance acoustique, l'auteur d'eau, les débits, tout ça, on peut l'utiliser comme des mesures en continu pour, comme un proxy. Après, il faut calibrer ces proxys. Donc, on ne va pas parler beaucoup, mais juste on a parlé de la cartographie acoustique. Donc, on peut utiliser les cartographies acoustiques pour venir sur notre rivière pendant des conditions différentes, des bivades, pendant du cru, plusieurs débits, pour faire des cartographies acoustiques. À chaque fois, on va faire une cartographie acoustique, on va avoir une valeur des flux de charriage et on va corréler ces flux de charriage avec les mesures en continu. Et à la fin, pour finir avec les quantifications du flux de charriage euh, en continu. Donc, ça, c'était pour présenter les méthodes. Là, on va donner un exemple. Donc, avant de donner un exemple particulier, mais juste pour noter qu'aujourd'hui, on est où par rapport aux hydrophones, et les mesures par hydrophone. Donc, pendant plusieurs années, il y a plusieurs stations qui étaient installées, surtout ici en Alpes, dans la rivière Alpin. Et il y a certaines stations qui sont restées euh, installées, comme par exemple les le Drac. Il y a d'autres stations qui les ont enlevées parce que c'était soit pour des raisons de recherche ou l'intérêt à garder ces stations plus là. Mais aussi, comme j'ai dit, dans le projet César, qu'il y a maintenant, le postdoc de Jules Lagarde, il y a aussi plusieurs mesures sur les Loirs. Donc là, comme un exemple, moi, je vais prendre juste l'exemple de la Romanche. Et là, je vais aller un peu
vite pour passer cet exemple. Donc, sur le remanche à Bourdoisan, on a une station d'hydrophone installée depuis 2020 jusqu'à 2023. Et pendant cette période, on a eu euh, 22 cartographies acoustiques pour calibrer ces stations sur le pont ici. Donc là, on voit les stations, elle est ici. On vient ici sur le pont pour faire des cartographies acoustiques. Donc, sur cette site, on a les puissances acoustiques comme des proxys mesurés en continu. On voit ici les variations pendant cette période. Mais aussi, on peut utiliser d'autres proxys comme les débits qui mesurés sur ces secteurs. Donc, la deuxième étape, c'est faire des calibrations. On a dit on a fait des 22 cartographies acoustiques. Donc, à chaque point ici, ça correspond à la cartographie acoustique qu'on a fait. Donc, et on a lié les flux de charriage estimés à partir de la cartographie acoustique avec les puissances acoustiques en berge pendant le carto qu'on a fait. Donc, on va avoir ces calibrations. Donc, on va finir avec une calibration entre les puissances acoustiques en berge et les flux de charriage. Là, juste pour noter, là, on a 2 points en couleur. C'était des points qu'on a fait avec un flux de charriage mesuré avec des échantillonneurs physiques, juste pour avoir aussi une validation pour ces courbes de calibration. Donc, comme il y a une calibration pour les puissances en berge, il y a aussi une calibration pour d'autres proxys, c'était les débits. Donc là, on prend les chroniques de ces 2 proxys avec les 2 courbes de calibration pour avoir une estimation. Par exemple, là, c'est les résultats des volumes mensuels. Donc, on a estimé les flux de charriage en continu. Après, on a estimé les volumes pendant chaque mois, pendant les périodes de mesure. Donc, ça, c'est un exemple comment on peut obtenir un suivi des charriages en continu sans rivière. Et le résultat est aussi. Donc, on va pour chaque mois 2 couleurs parce que c'est l'estimation à partir de 2 proxys différents. Donc, en orange, ça correspond les hydrophones et en bleu, ça correspond à la proxy de débit. Et la même chose ici, l'évolution euh, de volume. Par exemple, ces données sur le Romanche, c'était utilisé pour caler un modèle hydrosédimentaire dans le cadre du schéma d'aménagement sur le Romanche qu'il est en train de faire maintenant. Donc, tous les volumes mensuels ici, c'était utilisé pour caler ce modèle. Mais aussi pour aller plus loin un peu par rapport à pas les validations, mais voir ce volume qu'on a estimé à partir, par exemple, des méthodes d'hydrophone, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on voit sur notre site. Donc là, sur le Romanche, comme je dis, il y a les stations de Bourdoisan, il y a en aval, c'est les barrages de EDF. Donc, il y a un levé bathymétrique qui s'était fait entre juin 2022 et juin 2020 et mars 2022. Et le volume estimé à peu près dans les périodes de retenue, c'est 12 000 mètres cubes. Donc, pendant cette période où il y a l'élevé bathymétrique, avec les méthodes d'hydrophone, à peu près, on a le même ordre de grandeur. Donc, là, on ne va pas rentrer vraiment dans la discussion de l'incertitude dessous tous ces de valeurs, mais pour vous dire que c'est 2 méthodes différentes qui donnent à peu près les mêmes ordres de grandeur, mais pas, même pas ordre de grandeur, mais les mêmes fourchettes de volume calculées sur 2 ans. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de station à Bourdoisan, mais il y a les stations à Pont-Rouge qui s'est maintenu par EDF. Et juste pour vous dire que pour ces stations, maintenant, il y a un système équipé avec télétransmission pour avoir des données en direct de mesures acoustiques. Donc, comme ça, sur le long terme, pour adapter les stations, pour avoir du volume ou volume de charriage en direct pour ces stations. Donc, comme j'ai dépassé le temps, donc je vais passer sur des exemples. Et juste pour faire une conclusion après. Conclusion pour ces présentations aujourd'hui. Euh, on peut obtenir avec méthode euh, passive. Comme on dit, on peut avoir le métrage en termes de quantité. Aussi, un peu d'intégrer de charriage dans notre rivière. Et surtout aussi caractériser les dynamiques de charriage. Et l'intérêt de faire des mesures acoustiques
le fait de faire des mesures de charriage par méthode acoustique, ça peut couvrir aussi plusieurs rivières, soit des rivières comme on a vu dans notre exemple ici sur le roman, des transports de ciment comme des graviers, ou sur d'autres rivières comme on a vu sur le Loire, avec de granuleux très sableux, sable fin sur ce type de rivière. Donc, je vais arrêter ici parce que, en termes de temps, et après des questions, on va venir certaines choses. Donc, Ben, merci Mohamed, si c'est terminé. On va peut-être passer donc du coup aux questions. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Désolé pour la qualité du son, hein, c'était pas forcément toujours très audible, mais bon, s'il y a des questions dans la salle. Oui, Monsieur Rating, vous pouvez les voir dans le chat. Ah oui, dans le chat. Alors, je vais reprendre les questions dans le chat. Donc, je vois que Gilles Pierrefeu nous demande quelles sont les incertitudes par rapport à ce type de mesure. donc, pour, euh, pour donner, comment on dit, en fourchette d'un, je vais juste, voilà. Euh, J'arrive. Donc, je vais ouvrir le cours. Et donc là, en termes d'incertitude, donc il y a, comme on voit, si on parle juste par exemple on parle de la mesure en continu. Donc là, on voit il y a plusieurs choses. Il y a les proxys qu'on a utilisés et il y a aussi les calibrations. Donc là, la question de la incertitude sur le proxy, ça dépend quel proxy on a utilisé, par exemple. Est-ce que c'était les débits? Là, on voit que, par exemple, pour les débits, il ne peut pas caractériser certains processus comme l'hystérésis et tout ça. Ou même pour l'hydrophone aussi, là, on peut voir certaines limites par rapport à l'hydrophone. Mais pour moi, si on veut parler d'incertitude, ça va être lié aussi à la calibration par cartographie acoustique. Donc, on voit ici dans cet exemple, pour le révière différent, on voit des variations autour, par exemple, un facteur 3 à gauche ou facteur 3 à droite. Mais pour quantifier ces incertitudes, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas possible pour dire, OK, on va avoir ces volumes ou ces flux de charriage et avec ces incertitudes qui se dépendent à ces rivières. Un seul incertitude qu'on peut prendre en compte, par exemple, comme on voit là, les variations autour du cours de calibration, mais c'est indépendant de la rivière, indépendant de la caractéristique des rivières. C'est un travail qui peut être fait pour plus tard comme perspective de recherche, de voir comment le type de rivière peut impacter les estimations des flux de charriage à partir de courbes de décalibration globale. OK. Alors, Et Mohamed, juste pour essayer de donner finir, des en fait, réponses courtes parce qu'il y a beaucoup de questions, donc si on veut pouvoir couvrir plusieurs questions. OK. Donc, OK, on passe à la deuxième question. Donc, on nous demande quelle est la surface de bassin versant qu'on peut couvrir avec ce type de mesure acoustique. Hmm, En fait, il n'y a pas un lien entre le taille des bassins versants. En fait, juste il faut avoir une rivière, on peut dire avec une hauteur d'eau suffisante pour avoir un hydrophone dans l'eau. Là, par exemple, on parle 30 cm. Donc, une rivière où c'est moins de 30 cm pendant, par exemple, une crue, on ne peut pas utiliser l'hydrophone. Mais les mêmes choses si on parle des torrents, où c'est très turbulent, très agité, avec des écoulements très agités. Là aussi, les méthodes d'hydrophone, c'est pas adapté. Donc, ça, c'est un de la limite de l'hydrophone. Mais il n'y a pas un lien direct entre les tailles des bassins et les méthodes. Oui, a priori, quelle que soit la taille. Ça, c'était une question de Sanda Génin. Michel Lang nous demande s'il y a eu des mesures lors de la crue du juin 2024 sur le Vénéon. Malheureusement, sur mesure sur le Romanche ou sur les Vénions. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas de mesure sur les Vénions avec méthode acoustique ni géophone, mais il y a les stations sur le pont rouge, donc de Romanche, pour voir est-ce qu'il y a impact de la transport de sédiments fait par les Vénions sur le Romanche. Ça, on peut l'analyser plus tard. Après, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est qu'il y a une saturation au bout d'un moment quand ça devient trop important. Ouais.
Donc, Céline Berny nous demande s'il y a un exemple où on a analysé un peu plus les fréquences et les granulométries. oui, un exemple, mais en fait, il y a des études qui s'étaient faites sur ça. C'était Theodore qui a fait une thèse sur le sujet, comment on peut utiliser les méthodes acoustiques. Et là, on parle des fréquences pour estimer les granulats de charriage. Et il y a même une méthode pour faire une inversion, donc reprendre le spectre des mesures acoustiques pour établir les courbes de granulats de charriage. Mais là, j'ai pas un exemple directement préparé dans mes diaporamas pour montrer, par exemple, les fréquences et le diamètre, mais il existe. Donc, si je peux l'envoyer ou discuter ça plus tard, si quelqu'un, ça l'intéresse à discuter ça plus tard. Et donc, il y a Pierre Balin, donc CNR, qui nous demande quelle est l'estimation à ton de la stabilité de la courbe de calibration. Donc, c'est une courbe universelle, tu nous as dit. Oui, donc, je n'ai pas très compris les questions de Quelle est la stabilité dans cette. stabilité? Quelle estimation on a de la stabilité de cette courbe de calibration? Ben, donc, le courbe de calibration globale, je vois pas une raison d'avoir instabilité parce que là, la première chose, comme je dis, c'était fait sur plusieurs années. Mais s'il faut parler des questions de stabilité, en fait, c'est les calibrations d'une station sur le terme. Donc là, je vois pas c'est une réponse pour les questions de stabilité sur le courbe d'évaluation globale parce que nous, on est en train de mesurer sur toutes les sections et lier ça directement avec le flux de charriage mesuré. Mais ce qui peut changer pour ces stations fixes Je pense que la et de question, c'est calibration. qu'elle est vraiment universelle. Est-ce que ça s'applique partout? Est-ce que finalement, on peut imaginer que sur des Donc, cours d'eau, on ah, ok, fixerait ce. donc c'est pas donc par rapport là on voit comme je dis ça couvre plusieurs rivières comme on a vu ici et aussi il y a des études qui s'étaient faites séparément de cette population sur les lois qui ont testé utilisant les mêmes protocoles de mesure et le comparer avec ces cours d'évaluation c'est un résultat comparable donc là il faut voir le test de Legan pour voir ça cette Hmm. information donc même sur les rivières on peut avoir aussi ces courbes de calibration, ça peut être valide. Bon, et en complément de ta question, Pierre Balin, c'est est-ce que la fréquence de coupure entre l'hydraulique et le charriage est toujours la même? Hydraulique et les charriages, c'est toujours les mêmes. Euh, Ça dépend, en fait, ça dépend de la site. Est-ce qu'on a beaucoup de euh, bruit hydraulique ou non? Mais pour ces courbes de calibration, on a utilisé les mêmes fréquences, qui c'est 2 kHz. Donc, comme ça, pour n'importe quelle personne, elle doit faire une coupure, elle va utiliser 2 kHz et pour suivre les mêmes protocoles et avoir des valeurs comparables avec ces courbes de calibration. OK. Céline Berny a complété sa question en demandant si c'était opérationnel finalement cette histoire de relation entre la fréquence et le diamètre. Est-ce qu'il y a des choses opérationnelles qui existent? Donc, pour ça, en fait, il y a, comme je dis, les tests de Tudor, il a fait on peut dire, une méthode pour l'inversion des granulaux. Après, il y a Thomas G qui a testé ces méthodes, mais il a vu, en fait, il y a une différence entre l'uréa et le préleveur et les résultats de ces méthodes d'inversion. Et c'était expliqué par l'effet d'inversion, pas inversion, par l'effet de propagation. Parce que la propagation, comme je dis, elle va atténuer les signaux. Et après, à la fin de ma thèse, il y a les optimisations de propagation par inversion. Donc là, vraiment, en termes de perspective, il faut combiner les questions du granulo avec l'inversion pour voir comment on va améliorer l'estimation du granulo. Donc, pour résumer, pour utiliser directement les méthodes d'inversion de Theodore, là, il faut poser les questions d'incertitude, mais il y a une perspective pour ça, pour aussi Hmm. utiliser l'inversion pour les granulos. On en revient à la question de Gilles Pierrefeu. En fait, il se demandait si on a une rivière qui est vraiment que du sable, qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'apparemment, ils ont fait des tests dans le cadre du projet Apaver sur le Rhône et l'hydrophone est resté sourd parce qu'il n'y avait pas de gravier. Et donc là, les questions des matériels, c'est important. Donc, pour faire une rivière, il faut savoir, en fait, quel type de matériaux peut avoir une rivière, sable. Donc, si on utilise un hydrophone que nous, on utilise par exemple sur des rivières, peut-être qu'on ne va pas
des signaux parce que les salles elles vont faire des bruits de signal euh, de fréquence très Attention importants. à ton micro parce que c'est un peu haché là. Oui. Donc, pour faire est-ce que les bons matériels ont été utilisés pour faire les mesures? Là, je donne un exemple sur le Loir où il y a des sables dans le travail que c'était fait sur le Loir, il y a des matériels adaptés pour faire ces mesures. Et il y a les détections de bruit de chariot avec le sable. D'accord. Et je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Nouveau message. Alors, dans le cadre d'une crue, donc c'est Sanda Gena, dans le cas d'une crue très chargée en sédiments, est-il possible d'utiliser votre méthode pour faire la différence entre partie liquide et solide? Donc là, ça, c'est les limites. Par exemple, on ne peut pas aller sur des herbes très chargées. Euh, je veux voir la question. Peut-être Accès aux dans les cas questions? C'est la dernière très question, hein. chargés, c'est des mots. Ouais, est-il possible d'utiliser? Donc, donc, en fait, moi, je ne vois pas comment on peut utiliser. Parce que là, on parle de très chargé, là, on parle comme exemple des rivières, torrents, montagnes. Et sur les cas, même utiliser une hydrophone sur ce type de rivière, euh, c'est limité. Là, il faut, par exemple, dans ce type de rivière, il faut aller dans d'autres méthodes comme les géophones pour faire ce type de mesures. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou non. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. On a encore quelques minutes, donc faut en profiter. Alors, je vois que non, c'est bon. Euh, Juste d'un point de vue opérationnel, tu peux nous rappeler un peu le coût d'investissement pour un appareil, une mesure au radeau? Mesure radeau. Donc, là, par exemple, je peux donner. Je vais juste montrer quelque chose. Euh, En fait, les questions de budget, hein, ça dépend de la site. Mais si là, l'exemple, si on va faire du suivi en continu, mais si on parle, par exemple, juste les radeaux, un seul mesure, là, vraiment, on parle de quelque chose qui c'est moins de 3 000 € ou 2 000 €. Ça dépend des cas, ça dépend des situations ou les sites. Donc, après, pour rentrer plus en détail dans les chiffres, il faut, je sais pas, nous contacter pour étudier ensemble le prix des cartes acoustiques. Mais là, pour vous donner un exemple, en fait, le prix pour faire des suivis en continu, par exemple, pendant un an, ça dépend des sites, ça dépend est-ce qu'on va faire des installations avec du génie civil, sans génie civil, est-ce qu'on va avoir, par exemple, des matériels light sans télétransmission, avec télétransmission. Mais là, ça, par exemple, ça donne un exemple d'un scénario light où dedans, il y a par exemple des matériels fournis et des calibrations, trois campagnes de calibration pendant cette période. Donc, après, pour des questions plus précises, on peut discuter ça après. En tous les cas, j'espère que tu as convaincu tout le monde que c'est une méthode qui est prometteuse, hein, qui a vraiment un potentiel énorme en termes de mesures. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'impliquent dans l'utilisation de l'outil pour pouvoir améliorer la connaissance et affiner un peu tout ça. Il y a une dernière question de Gilles Pierrefeu. En termes d'incertitude, l'écart de calibration des 17 sites entre comme moyenne, min-max me semble encore bien élevé. Peut-on donner un ordre de grandeur? Tu as- Pour quel... je vais voir. Parce que je suis pas attendu, en fait. Je peux compléter éventuellement là, c'est simplement quand je vois le graphe en log-log, j'ai l'impression que l'écart entre le trait rouge et les deux traits noirs min-max, voilà, donc j'ai du mal à lire sur le log-log, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un rapport de 1 à 2, on est plutôt dans un rapport de 1 à 10. Oui, donc par Voilà, rapport donc les... c'est ça donc, qu'on fixe, Non, ça fixe un ordre de grandeur, voilà. les lignes pointillées, c'est pas un indice, hein, les lignes pointillées. en fait, les différences entre les deux lignes pointillées, c'est 1 à 9, donc on peut dire 1 à 10. Oui, entre les Mais deux lignes pointillées.
Oui, entre les deux lignes pointillées. entre le rouge et le pointillé. Donc, après, là, c'est les questions d'incertitude. On peut encore aussi comparer avec d'autres méthodes, parce que s'il faut faire des mesures, juste une question, là, pas une question, un point, un de la incertitude ici, c'est pas lié que à la mesure acoustique, mais aussi c'est lié à même les prélèvements en direct. Donc là, on voit pas les barres Tout à fait. d'incertitude Tout sur à fait. les Y. C'est important de le préciser parce que ces points-là, ils ont été mesurés au LS Smith en conditions de crue. Donc, faut bien Oui, imaginer ce que ça représente, quoi, hein. donc Donc, il y oui, a mais forcément une incertitude qui sera difficile à combler, quoi. Mais Ouais. Et justement, est-ce qu'on peut indiquer que la méthode acoustique, finalement, pourrait être meilleure? C'est-à-dire que finalement, avec toutes les mesures incertaines, l'acoustique pourrait être meilleure. Un peu comme ce qu'on ben, pourrait penser lorsqu'on avait la DCP en disant qu'on part de la DCP avec des moulinets et on s'aperçoit que la DCP est meilleure que les moulinets. Voilà, donc la question c'est est-ce que la difficulté de réaliser les jaugeages solides fait que quand on mixe tout ça avec l'acoustique pourrait être meilleure. Parce que en fait, sinon, on est dans un rapport de 1 à 5, quoi. Donc, effectivement, c'est. bah, donc, on dit jamais qu'il y a une méthode qui c'est la meilleure parce que c'est quelque chose qui dépend de l'acide, dépend le besoin. Mais même là, on voit l'hydrophone où il peut marcher très bien sur une rivière, il va pas marcher sur d'autres rivières parce que c'est des caractéristiques différentes. Là, l'idée, pour voir si on veut quantifier les flux de charriage, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut le faire avec des méthodes directes? Par exemple, si on ne peut pas, parce que peut-être c'est trop cher, quelle méthode il faut utiliser? Est-ce que c'est hydrophone? Est-ce que c'est le géophone? Donc, et là, donc, et après, comme je dis, ça dépend de l'acide pour trouver c'est quoi la meilleure solution. en tous les cas, ça reste quand même un outil très intéressant dans le sens où jusqu'à maintenant, on avait rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, aller faire des campagnes de mesure au LS Smith, c'est pratiquement impossible dans la plupart des situations. Donc là, Oui. on a un outil, même s'il y a l'incertitude, sachant que l'incertitude, elle est finalement peut-être pas si élevée que ça, si la tendance centrale est correcte, la courbe est correcte, Après, la variation qui est autour de cette courbe, elle est plutôt liée à l'incertitude sur les échantillons de charriage on a pu faire par ailleurs. Mais après, ce qu'il faudra dans l'avenir, c'est de valider ça avec des bathymétries, justement, des volumes. oui, à la fin, comme on a vu, j'ai sauté sur des exemples et même sur l'exemple que j'ai présenté ici, mais il y a aussi d'autres, pas une validation, mais des résultats à présenter aussi qui montrent les cohérences de ces méthodes avec les volumes à transporter. Là, j'ai présenté leur manche, il y a aussi les cas de Drake. Donc aussi, on travaille maintenant avec des FCH sur le Bresh, mais pas encore fini le travail, mais on commence à avoir des résultats. Pas avec l'hydrophone, avec le géophone, mais calibré avec une cartographie acoustique. Mais par exemple, pour ce type de rivière, sur le Romanche, on a aussi, parce que c'est quoi l'autre solution? Soit faire des modélisations. Il y a des modélisations par des formules empiriques. Et on voit l'incertitude liée à la modélisation, c'est beaucoup plus important ce qu'on voit ici. Donc, Alors, Nicolas Wibrecht nous dit que côté CEREMA, il serait intéressé de déployer sur des configurations dans le nord, Seine, Escaut, sur des estuaires. Donc à discuter, vous verrez ça entre vous, hein, c'est vrai que c'est intéressant. Il faut voir, sachant que c'est des matériaux très fins, j'imagine. Euh, Ça, il faut voir. Parce que, je crois que, je sais pas si Benoît est dans la salle, mais il avait testé sur des matériaux très fins aussi, euh, l'hydrophone. Donc je ne sais pas ce que ça donne là, sur du très très fin. Ouais, bah, l'idée, c'était pas aller dans le très fin. En Guyane, on a des sédiments assez grossiers en amont des embouchures. D'accord. Donc là, ça pourrait aller. Effectivement, l'idée, c'est pas aller trop là où c'est très très fin, où il y a de la vase. Ah oui, la phase, c'est sûr que ça marcherait pas, oui. Oui, Mais mais par contre, effectivement, s'il y a du sable un peu grossier, ça peut marcher, oui. Mm. Voilà, donc on arrive à midi. Alors, je sais pas si il y a donc d'autres personnes. après, si quelqu'un est aussi intéressé à discuter soit certains détails ou des choses globales, moi, je peux être aussi disponible pour discuter après, soit pendant une petite réunion. Donc, il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc, je vous localiser à expliquer les méthodes, ça marche. Pourquoi, par exemple, comment on peut utiliser avec une hydrophone fixe ou utiliser les cartographies acoustiques. Et donc, après, s'il faut, par exemple, quelqu'un intéressé voir des résultats
comme on a dit sur les granulos, les flancs, je peux le présenter aussi dans d'autres présentations ou en réunion. Bon, en tous les cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup encore de développement à faire autour de cette question. Il y a des validations à faire, etc. Mais bon, il y a une méthode qui est là, un protocole qui existe et un matériel qui a bien été éprouvé et qui a besoin juste qu'il y ait plus d'acteurs qui s'y impliquent et qui nous rapportent des nouvelles expériences d'autres rivières pour pouvoir consolider tout ça.